Venir à Hiroshima, c'est découvrir une ville très moderne et très bigarrée, dans laquelle survit encore une trace très importante du passé de la Deuxième Guerre mondiale. Venir à Hiroshima, c'est aussi renouer avec la tradition, avec les temples bouddhistes, avec des animaux attachants et avec des paysages qui laissent rêveurs. Alors, si vous aussi vous voulez découvrir toutes les merveilles d'Hiroshima, restez avec nous dans notre émission du jour. Hiroshima, Japon. Nous sommes le 6 août 1945, il est 8 h du matin, l'avion Enola Gay va lancer sur Hiroshima la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité. D'un instant à l'autre, la vie bascule pour ces milliers de Japonais qui ont été terrassés par la déflagration de la terrible bombe. Il y aura 70 000 morts le jour de l'explosion, mais en tout, c'est 140 000 personnes qui décéderont à la fois de l'explosion et des retombées radioactives les années suivantes. Qu'est-ce qui a poussé les Américains à commettre un tel crime et en arriver à de telles extrémités? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, les États-Unis et l'Union soviétique étaient alliés pour vaincre l'Allemagne. À la conférence de Yalta, où les Américains et les Russes célébrèrent leur victoire contre les nazis, ils décidèrent secrètement de rentrer tous les deux en guerre contre le Japon, qui lui n'avait pas encore été vaincu. Les Américains voyaient trois fins possibles à la Deuxième Guerre mondiale. Soit les Russes entraient en guerre aux côtés des Japonais et terrassaient les Américains, soit les Japonais acceptaient de signer une reddition en échange de la continuation de leur système impérial, soit les Américains lançaient la bombe atomique sur le Japon. À la conférence de Yalta, le président Roosevelt apprit que les tests de fission de l'atome avaient réussi. Il décida donc, avec la Chine, d'envoyer une proposition de reddition en japonais dans laquelle il n'était pas fait mention de la continuation du système impérial. Bien entendu, le Japon refusa cette reddition. Alors, comme les Américains voulaient gagner la guerre tout en impressionnant vraiment les Soviétiques, ils choisirent plusieurs cibles au Japon, cibles qui pourraient multiplier les effets de l'explosion nucléaire, et lancèrent leurs bombes atomiques sur Hiroshima. Les signes d'une telle horreur, on le pense bien, ne peuvent pas être totalement effacés. Que reste-t-il aujourd'hui des traces de la bombe atomique? Nous nous sommes rendus sur place pour pouvoir répondre à cette question et observer le résultat en images. En arrivant à Hiroshima, on découvre une ville moderne et agitée, où l'activité économique semble florissante et où tout semble aller pour le mieux. Pourtant, dès que l'on s'enfonce dans le centre-ville, les premiers signes du passé douloureux de la ville commencent à refaire surface. Il faut aller jusqu'au Parc de la Paix pour découvrir le dôme de Genbaku, qui a été touché pendant l'explosion de la bombe et que l'on a gardé intact en l'état pour faire mémoire. Alors derrière vous, vous pouvez voir le dernier bâtiment qui est resté debout après l'explosion d'Hiroshima. Puisqu'en fait l'explosion n'a pas eu lieu exactement au centre d'Hiroshima, de sorte que la déflagration n'a pas totalement détruit la totalité de la ville et certains bâtiments sont restés en place, dont ce dôme. Après la guerre, il y a eu une discussion pour savoir si on allait détruire le dôme ou le maintenir en place. Il a été finalement décidé de le maintenir en place et la ville d'Hiroshima a réalisé une collecte de fonds auprès du peuple pour permettre justement la restauration du bâtiment. Donc le bâtiment tel que vous le voyez est tel qu'il était après l'explosion, puisque des restaurations ont lieu régulièrement pour le maintenir en l'état. Derrière le dôme, nous découvrons une tour étrange, décorée d'origami très colorés. Il s'agit en fait du monument aux morts de la bombe d'Hiroshima.
Derrière vous, vous pouvez observer un monument dédié aux étudiants qui ont arrêté leurs études au moment de la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir servir leur pays. Au total, 10 millions d'entre eux ont été tués, dont 6 millions terrassés par la bombe atomique. Plus loin, nous découvrons une sculpture étrange en forme de fusée, autour de laquelle se pressent les élèves avec leurs professeurs, et derrière laquelle sont disposés des dizaines d'origamis colorés. Il s'agit en fait du monument des enfants d'Hiroshima en mémoire de la bombe. Nous sommes devant le monument en souvenir de tous les enfants qui ont été tués des suites des déflagrations de la bombe A. C'est un monument qui a été construit initialement en mémoire de Sadako Sasaki. En 1945, Sadako Sasaki avait 2 ans. C'était une enfant qui a subi les déflagrations de la bombe atomique. Et ce n'est que 10 ans plus tard qu'elle a été atteinte d'une leucémie. Elle est morte ensuite assez rapidement. L'ultime désir de Sadako Sasaki a été qu'un monument soit édifié en souvenir de tous les enfants qui ont subi les déflagrations de la bombe atomique. Au bout du parc de la Paix, derrière la flamme de la paix et un nouveau monument aux morts, nous pénétrons dans le musée du mémorial de la bombe atomique. Nous découvrons alors, reproduite sur plusieurs énormes photographies, la ville d'Hiroshima telle qu'elle était avant le bombardement. Au début du musée, on a donc une photo d'Hiroshima avant le bombardement. On voit le dôme tel qu'il était en 1945. Et là, on voit une classe d'enfants de l'âge d'école primaire. Pour nous, ce sont vos arrière-grands-parents sans doute. Et ce sont eux qui ont subi les déflagrations, qui ont sans doute été malades des suites de ce bombardement. Juste après, une porte noire et imposante nous accueille dans une salle où nous découvrons les dégâts après le bombardement d'Hiroshima. Au centre de la pièce, une animation en 3 dimensions simule l'explosion de la bombe atomique le 6 août 1945. Le reste du musée nous fait découvrir l'histoire de l'enrichissement de l'uranium par l'URSS et les États-Unis. On découvre au passage certains objets historiques, une carte montrant l'étendue de la déflagration sur Hiroshima, des indications très précises des dégâts de la bombe sur le corps humain, de nombreuses photos de ces dégâts épouvantables, des objets ayant appartenu à des Japonais morts à Hiroshima et retrouvés dans les décombres. Le musée se conclut enfin par un historique des efforts faits contre la prolifération nucléaire et par un plaidoyer pour la paix dans le monde. En quittant le musée d'Hiroshima, nous sommes songeurs. Nous sommes maintenant conscients des effets catastrophiques qu'aurait une guerre nucléaire. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à la Corée du Nord et aux tensions qui existent encore avec les États-Unis. Nous souhaiterions que plus de monde vienne au mémorial d'Hiroshima et découvre les effets de la bombe atomique, car peut-être ainsi pourrions-nous éviter le pire. Pour nous reposer des choses très fortes de la veille, nous décidons le lendemain matin de prendre le bateau pour l'île de Miyajima. Réputée pour ses paysages extraordinaires et ses temples bouddhistes, l'île de Miyajima va nous permettre de passer une journée inoubliable. En arrivant sur l'île, nous sommes étonnés de découvrir que les véritables habitants de Miyajima, ce sont les daims, qui vivent en liberté dans la totalité de l'île, qui sont souvent nourris par la population, attachée à leur présence, et qui peuvent se montrer un peu envahissants lorsqu'ils viennent perturber votre pique-nique ou votre déjeuner. Visiter Miyajima, c'est aussi devoir grimper des escaliers hauts, très très hauts, c'est croiser des statues étranges comme ce Bouddha à bavette, c'est aussi découvrir des messages inhabituels et, je dois l'admettre, pas très rassurants. Mais l'intérêt central de Miyajima reste quand même ses bâtiments anciens, comme le portail millénaire Otori, accessible à marée basse et photographié par tous les touristes, comme le temple d'Itsukushima, qui repose sur pilotis, dans lequel vous pouvez admirer des magnifiques boisures entièrement peintes de rouge, et dans lequel vous pouvez assister, si vous avez de la chance, à une cérémonie religieuse
pour nous très mystérieuse, mais empreinte d'une saisissante profondeur. Si vous osez vous aventurer sur les hauteurs de Miyajima, que vous osez monter des marches très très hautes, le long desquelles tournent les moulins à prière, et sonnent parfois des cloches immenses, alors vous aurez peut-être la chance de découvrir le temple d'Aishoin. Le lieu de retraite calme et spirituel, où le temple d'Aishoin vous poussera à la contemplation par la beauté de son architecture et par l'harmonie générale qu'il dégage. Cette visite sera pour vous l'occasion de découvrir des statues effrayantes, des statues solennelles, des statues qui évoqueraient presque la Gascogne, et enfin des statues de Bouddha très attendrissantes que nous vous laissons pour le plaisir des yeux. À la tombée de la nuit, lorsqu'il faut prendre le ferry pour Hiroshima, nous avons l'impression d'avoir passé une journée extraordinaire. Mais nous avons aussi le sentiment d'être passé à côté des innombrables richesses qui nous étaient offertes par l'île. C'est donc avec une pointe de nostalgie, mais aussi beaucoup d'enthousiasme, que nous nous promettons un jour de revenir à Miyajima. Pour terminer cette vidéo, nous aimerions revenir sur un message que nous avons posté récemment sur notre Facebook, dans lequel nous demandions à tout le monde pourquoi les vidéos étaient moins likées que les photographies du musée du Trompe-l'œil, et en demandant si les vidéos étaient nulles ou pas, et en précisant qu'on était un peu découragé. Alors je tiens d'abord à m'excuser si j'ai pu laisser croire ou laisser entendre que cette vidéo voulait culpabiliser ou attaquer les personnes qui nous suivent en leur reprochant de ne pas assez aimer nos vidéos, en les forçant à liker nos vidéos davantage. Vraiment je m'en excuse parce que ce n'est absolument pas ce que nous voulions communiquer. On était un peu fatigués, cette fois-ci c'est vrai, on était vraiment fatigués et on s'est senti un peu découragé. L'émotion étant due à la fatigue. Mais en aucun cas nous n'avons voulu forcer les gens à changer quoi que ce soit dans leur attitude. Ce que nous voulions juste, c'était comprendre de quoi les likes de Facebook étaient le signe, ce que signifient en fait ces likes, car comme je l'ai beaucoup dit par écrit, nous sommes complètement néophytes en réseaux sociaux, en tout cas moi, qui m'occupe principalement de la page Partout Chez Soi. J'ai commencé à rentrer dans les réseaux sociaux vraiment il y a 3 mois, et j'ai commencé les vidéos sans rien connaître il y a 3 mois, et donc il fallait que je sache en somme ce que signifiaient en fait les retours ou les non-retours de chacun. Mais il est bien entendu que chacun reste complètement libre de son commentaire. Nous ne voulons absolument forcer personne à liker plus nos vidéos. En fait on n'a pas besoin de plus de likes, on s'aperçoit que nos vidéos sont vues et on est très content comme ça. Nous ne faisons pas ça à titre lucratif, nous ne voulons chercher aucun marché, nous n'avons aucun cœur de cible. Tout cela ce sont des terminologies économiques qui ne rentrent absolument pas dans nos considérations. On veut simplement partager gratuitement pour le plaisir de partager à des gens qui ont envie de voyager avec nous et d'être immergés bien à l'étranger, ou en tout cas qui ont simplement envie de découvrir de nouvelles cultures, comme certains me l'ont gentiment dit. Alors j'aimerais quand même répondre à certains commentaires qui heureusement sont très minoritaires sur la page, voire insignifiants du point de vue de la quantité, car certains ont cru vraiment à tort que nous nous plaignions de ne pas être assez aimés sur Facebook, surtout que nous nous plaignions de ne pas ratisser assez large, en gros de ne pas avoir une affaire qui marche. On m'a même dit que je serais comme la personne qui lance un produit et qui attend tranquillement devant son téléphone en se demandant pourquoi personne n'appelle. Mais ce n'est absolument pas ça. Dans notre message, il ne s'agissait pas d'attendre un client, mais de faire simplement en quelque sorte un sondage d'opinion pour savoir si nos vidéos étaient correctes, car après tout je ne connais rien à la vidéo et j'avais besoin de savoir aussi objectivement ce que je vaux pour savoir si je devais continuer ou pas, car je pense que ça ne sert à rien de persévérer dans un chemin dans lequel nous ne sommes pas bons. Ça peut me décevoir un peu, mais c'est comme ça, il fallait le savoir et il fallait en tirer les conséquences. C'était aussi simple que ça. Regarde, un animal. Ouais, ils sont en liberté, c'est génial. Voilà, on a été interrompu par la visite d'un animal, c'est toujours agréable. Vous voyez comme quoi on a beau être en voyage, on a beau être sur une île paradisiaque, puisqu'on est sur Miyajima aujourd'hui, on peut quand même continuer à réfléchir. L'un n'empêche pas l'autre.
La réflexion nous accompagne absolument partout car ce voyage n'existe pas sans les questions que nous posons au point de départ. Ça me sert de transition car certains des commentaires minoritaires que nous recevons nous reprochent de ne pas être assez communicants, de ne pas être assez tout public, en tout cas de proposer un peu trop de contenu. Or, il faut bien comprendre que notre chaîne n'a de sens que si on insiste autant sur le fond que sur la forme. Car notre voyage n'est pas simplement une période de vacances ou une parenthèse, une année sabbatique, histoire de ne pas avoir à travailler pendant un an et de bronzer au soleil. Non, derrière ce voyage, il faut bien voir qu'il y a une exigence de fond autant que de forme. Cette exigence de fond, c'est une révolte fondamentale. Cette révolte, elle a de multiples facettes. Mais l'une des facettes qui nous concerne, en tout cas qui concerne les commentaires que nous avons eus récemment, c'est un peu une révolte politique, mais aussi métaphysique, puisque nous constatons que tout le monde est mécontent de notre pays, tout le monde est mécontent de la situation, sauf qu'à la fin, eh bien, personne ne fait rien. Mais alors me répondrez-vous, pourquoi ne pas agir dans son propre pays? Eh bien tout simplement parce qu'en démocratie, c'est la majorité qui agit. La minorité ne représente qu'elle-même. Or, il est évident que la majorité des gens aujourd'hui ne veulent rien faire. Bref, notre révolte à nous, petits partout chez soi que nous sommes, comme elle n'est pas soutenue par la majorité, eh bien nous partons. Voilà le sens de notre combat récent contre le relativisme. Pourquoi sommes-nous aussi remontés contre le relativisme? Est-ce parce que nous sommes tellement arrogants que nous avons l'impression d'avoir la vérité? Eh bien absolument pas. En fait, comme le dit Albert Camus, une révolte, même individuelle, n'est pas égoïste. Elle concerne forcément tout le monde. Si un individu se libère, il ne se libère pas que pour lui, mais il affirme par là même l'idée de liberté et il se libère pour tous les esclaves de tous les temps. Le petit acte de libération que nous avons fait, qui à son échelle, évidemment, a une portée presque nulle, nous souhaiterions qu'à cette toute petite échelle, ce choix ne laisse pas nos followers complètement indifférents. Nous voudrions montrer quelque part que quelque chose est possible, qu'une toute petite révolte est possible. Comme le dit Albert Camus, je me révolte, donc nous sommes. Nous sommes en tout cas très contents que tous nous suivent. Nous sommes très heureux de voir qu'autant de personnes nous soutiennent avec autant de chaleur et autant d'enthousiasme. On s'aperçoit que les gens adhèrent complètement à nos vidéos et vraiment ça nous encourage beaucoup à continuer. Peu importe le nombre de likes que l'on a, évidemment faites comme vous voulez. Merci en tout cas pour votre soutien. Et quant aux autres, eh bien, ma foi, rien ne vous retient sur notre page. Adios. On m'a affirmé récemment dans un commentaire Facebook qu'il était impossible de faire réfléchir en vidéo et qu'il fallait absolument bannir toute réflexion un tant soit peu compliquée de n'importe quel réseau social. Eh bien je pense que ces commentaires se trompent et j'aimerais vous le prouver aujourd'hui en images avec cette vidéo philo.